Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci d'être à notre rendez-vous hebdomadaire, le Constieka Week News, qui est cette émission qui vous présente toute l'information politique, économique et surtout qui vous présente comme ça aussi, comme vous le voyez, les villes d'Afrique, ces belles villes qui honorent nos différents pays africains et qui doivent permettre aux Africains de prendre des vacances, d'aller faire même, je dirais, des petites explorations pour voir quel type d'affaires faire dans ces pays d'Afrique. Et non plus se contenter tout simplement d'immigrer vers l'Europe. Restez les nôtres. Je suis Constieka. Nous allons tout de suite au Sénégal, le pays dirigé désormais par son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Le Sénégal a reçu 30 véhicules des États-Unis. Ces véhicules ont été offerts à l'armée sénégalaise. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le général de division Fulgence Ndour, sous-chef d'état-major de l'armée sénégalaise, a réceptionné au centre d'entraînement tactique capitaine Mbaye Diagne de Thiès une trentaine de véhicules remis par l'ambassadeur des États-Unis, son Excellence Michael Raynor, pour accompagner la préparation des soldats sénégalais aux opérations de maintien de la paix. Les 30 véhicules sont composés de 10 camions cargo, de 15 Land Cruiser et de 5 pick-up offerts dans le cadre du programme Global Peacekeeping Operations Initiative, GPOI. L'ambassadeur des États-Unis a exprimé son souhait que ces véhicules aideront les centres d'entraînement au maintien de la paix dans la poursuite de leur mission de formation professionnelle de haute qualité au contingent sénégalais. Une opportunité extraordinaire de contribuer à un partenariat qui touche bien sûr sur les questions de maintien de la paix, mais aussi de tous les éléments de la sécurité. Nous faisons ensemble des exercices conjoints, des formations conjoints. Nous faisons de partenariats avec les forces armées, les gendarmeries, tous les éléments de la sécurité sénégalaise afin de soutenir nos intérêts communs, d'être dans un monde pacifique. Pour ça, il y a deux choses qui sont à la base de ce partenariat. Il y a tout d'abord le courage, le dévouement et le bon travail des forces armées sénégalaises, les hommes et les femmes des forces armées sénégalaises, dans lesquels nous sommes honorés d'investir un peu dans leur succès. La deuxième chose, c'est les valeurs partagées. Et nous parlons beaucoup de ça, mais c'est en ce cas quelque chose d'essentiel. Les valeurs surtout de démocratie, de gouvernement représentatif, de paix et d'opportunités pour les citoyens de nos deux pays. Donc ça forme une base de partenariat très très solide et investir dans ce partenariat par ces véhicules et autres engagements, c'est quelque chose que nous comptons sur cette opportunité toujours et nous sommes impatients de continuer ces partenariats dans les jours à venir. Donc c'est vraiment un grand honneur et un grand privilège d'être là aujourd'hui en présence de ces leaders sénégalais. Je prends inspiration d'eux et nous ferons de nos mieux dans les jours à venir de continuer à offrir notre soutien. Le Sénégal pour les États-Unis, c'est un partenaire stratégique clé. Nous avons des investissements dans notre développement, nos prospérités partagées, dans notre stabilité, sécurité partagée et dans la démocratie qui est... peut-être c'est pas parfait, mais c'est le moins pire, n'est-ce pas, des moyens de gouvernance. Donc, c'est forme des bases de compréhension mutuelle et d'amitié sincère et vraie. Et avec ça, on a fait de grandes choses. On a fait de grandes choses dans les secteurs sécuritaires, bien sûr, mais aussi éducation,
santé publique, opportunités économiques. Nous avons des partenariats partout avec le gouvernement et le peuple du Sénégal. Et c'est parmi les pays les plus importants pour les États-Unis dans le monde, pas seulement dans l'Afrique, parce que le succès du Sénégal est inspirationnel. Nous étions encore une fois inspirés par la bonne conduite des élections présidentielles et l'élection pacifique, inclusive et bien organisée, qui a renforcé la solidité de notre fondation démocratique partagée. Donc il y a beaucoup d'opportunités déjà et dans les jours à venir de renforcer et d'élargir ces partenariats. Le chef d'escadron Ousseynou Ndiaye, commandant du centre d'entraînement tactique capitaine Mbaye Diagne, a dit que ce matériel roulant vient lever l'une des principales limites du centre d'entraînement tactique de Thiès, à savoir ses capacités de transport et de mobilité. En fait, l'une des limites principales par rapport au bon déroulement de nos activités ici, et par conséquent l'exécution de la mission du CT7, était les capacités d'emport très restreintes que nous avions. C'est-à-dire quoi? La mobilité. Et aujourd'hui, les moyens qui sont acquis par le biais de la coopération avec les États-Unis d'Amérique, par le biais du programme Global Peacekeeping Operation Initiative, vient renforcer grandement la capacité d'emport du centre et par conséquent la mobilité. En somme, aujourd'hui, nous sommes en mesure de transporter d'emblée 2 compagnies. Si on prend l'exemple d'un bataillon de reconnaissance et d'appui, le CET est en mesure de transporter d'emblée une CRA, c'est-à-dire une compagnie de reconnaissance et d'appui. C'est une compagnie, c'est-à-dire une CRA plus une compagnie d'infanterie. Ça vous prend dans l'ordre de 300 personnes qu'on pourrait prendre. Ces projets traduisent l'engagement inébranlable du gouvernement américain à soutenir les contingents de maintien de la paix au Sénégal, tout en veillant à ce que les soldats sénégalais soient équipés en conséquence. Retour en Côte d'Ivoire. Il est temps ici de rappeler aux uns et aux autres que la brillante réussite des Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire avait été sous l'égide de l'actuel Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, à savoir M. Robert Begré-Mambé. Et toujours lui a été un tout petit peu, pour ne pas dire derrière la canne. Dieu merci, nous l'avons brillamment mérité, cette canne. Aujourd'hui, vous verrez encore, aux côtés du ministre de la Culture, Madame Françoise Remarque, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Robert Begré-Mambé, à l'ouverture du Massa, ce grand marché des arts et du spectacle en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, son Excellence Robert Begré-Mambé, comme je disais tantôt, représentant le chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, a officié l'ouverture du Massa à Abidjan. Cérémonie grandiose en présence de la quasi-totalité des membres du gouvernement et des collaborateurs de son Excellence le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Reportage Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé et surtout l'incontournable Ousmana Koulibaly. La cérémonie de la 13e édition du Massa a tenu ses promesses. Plus qu'une cérémonie d'ouverture, c'était une ode à la richesse de l'art et à la puissance de la connexion humaine. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, le samedi 13 avril 2024 au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan, à l'ouverture officielle de la 13e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa 2024. Placée sous le thème Jeunesse, Innovation et Entrepreneuriat, l'édition 2024 du Massa promet d'intenses festivités du 13 au 20 avril 2024 dans plusieurs communes d'Abidjan. 129 groupes ont été retenus avec plus de 1000 artistes et 300 spectacles qui seront proposés durant la semaine. Ces artistes auront en face d'eux le grand public d'Abidjan, mais aussi 109 programmateurs venus de tous les continents. C'est bien la première fois de l'histoire de notre manifestation que nous enregistrons un tel engouement de la part des artistes. Au-delà des spectacles, et cela est important, le Massa proposera des temps forts d'échange et de réflexion sur les enjeux qui traversent
le secteur créatif africain. La représentante de l'Organisation internationale de la francophonie de l'Afrique de l'Ouest a félicité le Massa de s'être engagé dans la modernisation de ses programmes. Thème jeunesse, innovation et entrepreneuriat, cette 13e édition s'inscrit au cœur même des priorités de l'OIF et fait écho au thème du 19e sommet de la francophonie, créer, innover et entreprendre en français. Dans leurs mots de circonstance, les représentants des pays à l'honneur ont exprimé leur satisfaction. Le Rwanda et la Corée, invités spéciaux du Massa 2024, apporteront durant les 7 jours de festivités leur savoir-faire culturel. La ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, a rendu hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'accueillir le monde culturel à travers cet important événement. Elle a par ailleurs remercié tous les participants. Vous venez de 4 coins du monde pour participer à cet événement d'une importance capitale pour la promotion de nos arts et de notre culture. Je me dois de vous remercier pour votre présence quantitative et qualitative. Votre volonté est manifeste de contribuer à nos côtés, à donner la chance à des talents de se révéler, se structurer, se professionnaliser et vivre de leur art. L'honneur revient au Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, d'ouvrir officiellement le Massa 2024 au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Après vous avoir offert les villages Cannes, la Côte d'Ivoire est heureuse d'offrir à l'Afrique et au monde les villages Massa pour découvrir les beaux spectacles des génies créateurs que sont nos artistes et nos danseurs à travers le continent. La culture, la danse, le spectacle, les contes, les slams, c'est pour les hommes de génie. C'est pourquoi je rends hommage à Madame Henriette Dagri-Dabaté, qui a été retenue comme marraine d'un prix qui désormais va porter son nom. Pour cette édition du Massa, des personnalités artistiques de renom telles que Hassan Kassi Kouyaté, qui présente le comité artistique international, Boumou Bassa, directeur artistique, par ailleurs père de l'artiste chanteur Didi B, Gadoukou la star, chorégraphe de la partie africaine des Jeux Olympiques de Paris 2024, contribue à la réussite de l'événement par l'encadrement des artistes qui y prennent part. Le Massa 2024 se tient 30 ans après la première édition, accueille 59 pays, plus de 1000 artistes, 300 spectacles et 109 programmateurs. Ce Massa 2024, votre serviteur, Dokano Francis, ou CNN, depuis le palais de la culture. Le Massa est ouvert ici. Voilà. Le gouverneur de la région du littoral au Cameroun, précisément dans la ville économique de Douala, a présidé la cérémonie de pose de la première pierre de construction du centre des productions des titres identitaires. Cette cérémonie s'est déroulée à la cour d'honneur du GMI numéro 2.
Reportage Stéphane Négou, brillant caméraman de CNN du côté de Douala, avec la complicité de Séverin Tchatchoua sous le regard d'Ousmane Koulibaly du côté d'Abidjan qui apprécie voir à l'épresse 200 collaborateurs du côté du Cameroun, ainsi que la présence forte de Gérard Richard Gozo et la technicité sonore de Séverin Tchatchoua pour enfin bénéficier de la post-production d'Éric Bikek. Le gouverneur de la région du littoral, M. Dieudonné Iva Adiboua, représentant personnel du délégué général à la Sûreté nationale, a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre de construction du centre de production de titres identitaires à la cour d'honneur du GMI numéro 2, à proximité du centre d'enroulement des passeports de Douala. Il est un peu plus de 11 heures quand le cortège du gouverneur de la région du littoral franchit l'esplanade de la cour d'honneur du GMI numéro 2, accueilli par le préfet d'Uvouri, les autorités municipales de la ville de Douala, ainsi que le délégué régional du littoral à la Sûreté nationale. Ensuite, la revue des troupes et l'exécution de l'hymne national. Le gouverneur de la région du littoral, M. Dieudonné Iva Adiboua, prend place à la tribune. Outre le mot de bienvenue du représentant du maire de la ville, la Sûreté nationale, en collaboration avec son partenaire privé, Authentic GmbH, et sur l'ordre de l'État du Cameroun, a mis en place un système qui, en plus d'être plus sécurisé, vise à assurer une production de carte nationale d'identité beaucoup plus rapide en 48 heures, voire beaucoup moins, en fonction des structures et des options spéciales. En ce moment même, des événements similaires se déroulent, donc des cérémonies de pose de la première pierre des travaux à Yaoundé et à Garoua. En effet, le Cameroun va bientôt être doté de 3 centres multifonctionnels d'enrôlement et de production des titres identitaires, mais également de 68 nouveaux centres répartis sur l'ensemble du territoire, ainsi que 219 centres qui vont être rénovés et entièrement équipés. Ces centres multifonctionnels ultramodernes vont permettre à la population d'accéder à différents services. D'une part, afin de vous faciliter donc l'accès aux titres identitaires, les citoyennes et citoyens du Cameroun auront la possibilité de prendre leur rendez-vous en ligne. Ils et elles auront également la possibilité de procéder à des paiements dématérialisés, donc également en ligne, ce qui va grandement faciliter les opérations. En plus de ces opérations facilitées, ces nouveaux centres ultramodernes, dont on va vous présenter les détails ensuite, vont permettre un accueil de qualité, vont permettre également des procédures d'enrôlement rapides et de qualité, mais vont permettre, enfin et surtout, une production des titres identitaires en 48 heures. Le Cameroun est résolument lancé dans la réforme du système d'identification sécuritaire, initié par le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, dans son constant souci de résoudre les difficultés rencontrées par les Camerounais et Camerounaises dans l'acquisition des titres identitaires, précisément les cartes nationales d'identité. Il me plaît, au nom de M. le délégué général à la Sûreté nationale, de présider la cérémonie ce jour consacré à la pose de la première pierre du centre secondaire de production des titres identitaires qu'abritera notre région. Cet événement est le fruit de la réforme du système d'identification sécuritaire en cours, instruite par M. le Président de la République, son Excellence M. Paul Biya, dans son constant souci de résoudre les difficultés rencontrées par les citoyens camerounais dans l'acquisition des titres identitaires et principalement des cartes nationales d'identité. En effet, à la suite d'un appel d'offres international restreint lancé le 22 décembre 2021 et de l'examen des offres reçues, la société Authentic IDCAM AG a été attributaire du contrat relatif à la mise en place du nouveau système d'identification sécuritaire pour la République du Cameroun. Il s'agit d'un contrat de partenariat de type Build, Operate and Transfer, en abrégé BOT, par lequel ce partenaire privé aura la charge de construire les infrastructures dédiées à ce nouveau système et de l'exploiter en collaboration avec la DGSN. Le partenaire Authentic IDCAM AG devra construire 3 centres de production respectivement dans les villes de Douala, Garoua et Yaoundé et les centres régionaux d'enrôlement dans les chefs-lieux de région assortis de près de 25 postes d'identification. Il va également assurer la construction de 58 centres départementaux d'enrôlement ainsi que la rénovation et l'aménagement des 219 postes d'identification actuels. À cet effet, le 13 mai 2024,
sur très haut accord du chef de l'État. Le contrat de partenariat irrélatif a été signé entre la Délégation générale à la Sécurité nationale et la société Authentic Idkan AG. Plus de 3 millions de Camerounais ayant changé les éléments de leur filiation se retrouvent en situation de double et même triple et quartile identité. En l'état actuel de la législation, seule la première identification contenue dans la base de données est considérée comme étant l'identité authentique d'un citoyen. Je peux vous dire de manière prosaïque et simplement des cartes d'identité en 48 heures. Quoi de plus, nous applaudissons à nous rompre les mains pour cette initiative, une fois encore, du président de la République pour donner satisfaction aux Camerounais. Donc que Douala, et particulièrement Douala Premier, ait été choisi pour implanter ce joyau architectural. Le maire de la commune d'arrondissement de Douala Premier s'est satisfait de cette avancée significative. Une avancée significative, dernière évolution date du 19 juin 2024. La pose de la première pierre de construction du centre de production de titres identitaires se déroule en simultané dans 3 grandes métropoles du Cameroun, en l'occurrence Douala, Yaoundé et Garoua. Nous allons tout de suite aller au Congo. Le Congo Brazzaville, le Congo du président Denis Sassou Nguesso. Le président congolais, son excellence Denis Sassou Nguesso, a reçu à Brazzaville son homologue togolais Faure Essosimba-Yassingbe. Dans un tête-à-tête entre les deux chefs d'État, nombreux sujets sur la coopération entre les deux États ont été à l'ordre du jour. Reportage Raoul Sankwe. Le président de la République du Togo, son excellence Faure Essosimba-Yassingbe, a entamé ce mardi 13 février 2024 une visite d'amitié et de travail au Congo. Il est un peu plus de 12 heures quand l'avion transportant le chef de l'État togolais s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Maya Maya. Il a été accueilli à son arrivée à Brazzaville par son homologue congolais, son excellence Denis Sassou Nguesso. Un accueil fraternel, signe de l'excellente relation d'amitié et de coopération qui lie le Congo et la République du Togo. Plus tard, les deux dirigeants ont eu un entretien en tête-à-tête, au cours duquel ils ont passé en revue la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie, du commercial et de l'environnement. Pour rappel, depuis le règne de Feu Eyandema, l'ancien président de la République du Togo, dont son excellence Faure Essosimba-Yassingbe est l'illustre successeur, la fraternité créée a donné aux relations entre les deux pays une qualité fondée sur le respect mutuel ainsi que sur la considération. Les deux peuples se vouent une affection qui a tissé des liens insolubles dont la vitalité et l'enthousiasme n'ont pas faibli depuis l'accession au pouvoir du président de la République du Togo, son excellence Faure Essosimba-Yassingbe. La dernière rencontre en date entre les deux dirigeants remonte au 3 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, lors de la COP28. Ils y avaient fait le tour de la coopération bilatérale entre les deux États ainsi que le point sur l'actualité africaine et internationale. Au Mali, le pays du président Assimi Goïta. Le gouvernement malien, par le biais de son ministre d'État, le colonel Abdoulaye Maïga, a signé le livre des condoléances à Bamako suite à l'attaque terroriste perpétrée à Moscou et qui a fait une centaine de morts. Reportage Raoul Sankwe, Gozo Richard, Marcel Bassolé. Au nom de son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du gouvernement et du peuple malien, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, accompagné de son excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a signé le lundi 25 mars 2024 à l'ambassade de la Fédération de Russie à Bamako le livre de condoléances suite à l'attaque terroriste perpétrée à Moscou, au centre Krokus-Sisi, le vendredi 22 mars 2024. J'ai appris l'attaque terroriste perpétrée à Moscou, au centre Krokus-Sisi, le vendredi 22 mars 2024, qui a coûté la vie à plus d'une centaine d'innocents et fait plusieurs victimes. En cette douloureuse occasion, je voudrais, au nom de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du gouvernement, du peuple malien et en mon nom propre, exprimer au peuple
amis de la Russie, aux autorités ainsi qu'aux familles durement éprouvées, ma profonde compassion et mes condoléances les plus émues. Je formule des vœux ardents de prompt rétablissement aux blessés. Pays épris de paix et de justice, le Mali condamne énergiquement cet acte ignoble et s'associe aux efforts de la Fédération de Russie visant à éradiquer le phénomène du terrorisme que rien ne saurait justifier. Je réitère notre solidarité aux autorités et au peuple russe. Dans ces moments pénibles, la Fédération de Russie peut compter sur la République du Mali, pleinement engagée dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Pour sa part, l'ambassadeur de Russie à Bamako a remercié le gouvernement et le peuple malien pour sa compassion à l'attention du peuple russe. Nous remercions beaucoup nos amis maliens que vous êtes touchés par cet attentat ignoble. Et merci beaucoup d'être arrivé ici. Je voudrais aussi vous informer que les condoléances que Son Excellence M. Assimi Goïta a adressées à Son Excellence M. Vladimir Poutine ont été déjà envoyées à Moscou. Le bilan de l'attaque contre une salle de concert de la banlieue de Moscou s'est alourdi. Selon les autorités, un peu plus de 133 personnes ont perdu la vie dans cette attaque. Et il pourrait encore remonter, car les recherches dans les décombres du bâtiment ravagé par les flammes et dont le toit s'est partiellement écroulé se poursuivent et pourraient prendre des jours. Le Gabon sera à l'honneur dans ce programme de par d'abord le respect des engagements pris par le comité de transition au Gabon dirigé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema pour respecter tout ce qui a été dit depuis le coup de libération de ce peuple d'Afrique, à savoir ce coup du 30 août dernier. Nous allons parler de ce dialogue national tel promis par le comité de transition au Gabon. C'est-à-dire, ils avaient promis le 2 avril l'ouverture de cette conférence nationale, ça a été chose faite. Et les travaux ont débuté dès le 8 avril. Nous allons faire un tour du côté de Gabon grâce à notre correspondant officiel, M. Teddy Ossé. Le dialogue national inclusif au Gabon promet et rassure, selon les observateurs et participants, ouvert depuis le 2 avril au stade sino-gabonais de la commune d'Akanda à Libreville. Et avant de vous proposer cet élément de notre reporter et correspondant officiel du côté de Libreville, M. Teddy Ossé, nous allons faire un clin d'œil à notre partenaire officiel qui n'est autre que l'Université internationale de Libreville qui forme des cadres, comme j'ai pour habitude de dire, qui sont prêts à répondre à l'exigence du marché du travail. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2024-2025. Le dialogue national inclusif au Gabon à l'entame rassure et promet. Les différentes commissions sont entrées de plein pied dans l'analyse, le diagnostic, la mise à plat de tous les errements, abus et hybrides transversaux qui ont conduit au coup de libération par le CTRI au soir du joyeux souvenir du 30 août 2023. Les commissaires ont la lourde charge de la responsabilité de dessiner les contours d'un Gabon nouveau, correspondant aux profondes aspirations des populations avec des institutions fortes
ancrée résolument dans un état de droit et de justice sociale, se conjuguant avec la démocratie dans son expression la plus noble. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a voulu ce dialogue national inclusif, mais aussi et surtout sans tabou ni totem. Et cette exigence de transparence sera relayée quotidiennement par un point de presse tenu par Monseigneur Jean-Bernard Asseko, rapporteur général de ces assises, et déjà à l'œuvre. Mesdames et messieurs, les travaux en commission et sous-commission, débutés hier lundi 8 avril 2024 sur le site d'Angonje, se sont poursuivis aujourd'hui avec le même dynamisme et avec le même entrain. Selon les principes du dialogue national inclusif, les thématiques soulevées par les Gabonais, soit 38 000 contributions, sont soumises aux participants et font l'objet d'analyse et de réflexion. Il est important de rappeler que les débats se déroulent dans une ambiance très démocratique et sans tabou, dans un esprit de courtoisie et de respect mutuel. Les travaux en commission étant divers et variés, nous vous ferons aujourd'hui un rapport du début des débats dans la commission économie, notamment dans la sous-commission emploi, qui, dans son atelier, examine depuis ce matin les causes de la crise de l'emploi au Gabon. Les commissaires débattent du plan d'urgence à mettre en place d'ici 5 ans en ce qui concerne le plein emploi pour tous les moyens de la promotion de la culture entrepreneuriale au Gabon. Le tout va reposer sur l'élaboration d'une politique publique en matière du plein emploi. Toujours dans la sous-commission emploi, le groupe s'est penché sur les mesures à mettre en œuvre pour améliorer le code du travail d'une part et pour améliorer les conditions du travailleur en territoire gabonais. Toujours dans la sous-commission emploi, les travaux en atelier ont traité des thématiques ci-après. La révision tripartite des articles querellés du Code du travail, la rédaction des textes d'application du Code du travail, la révision du décret 162/PR/MT du 7 mars 2016 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers en République du Gabon, la rédaction d'une loi portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs de travail, le renforcement de l'autorité des inspecteurs et contrôleurs de travail, le recrutement et la formation des inspecteurs et contrôleurs du travail, l'amélioration des conditions de vie et de travail au Gabon. La charpente des travaux du dialogue national est constituée par des commissions qui, elles, sont subdivisées en sous-commissions pour plus d'efficacité et de célérité. 1. Commission politique. Cette commission comprend des sous-commissions, à savoir le régime et institutions politiques, la souveraineté nationale, les droits et libertés, la réforme et organisation de l'État. 2. Commission économique. Cette commission a pour sous-commission l'économie et finances, l'équipement et infrastructure, travaux publics, l'emploi, l'agriculture et l'environnement. 3. Commission sociale. Cette commission a pour sous-commission la formation, le bien-être social, le patrimoine culturel et ses valeurs, jeunesse, loisirs et sport. Il faut souligner que le climat dans lequel se déroule ce dialogue national inclusif au Gabon à Libreville est totalement inédit, à la différence du passé. Le seul intérêt qui prévaut de manière suprême et absolue, c'est la renaissance d'un Gabon nouveau dans tous les fondements. Concernant la thématique liée à la fonction publique, les commissaires travaillent sur la mise en place et la définition d'une politique de recrutement des agents publics. Dans la même commission économie, la sous-commission agriculture et environnement s'est penchée sur les thèmes de la pollution et de la gestion des ordures d'une part, et sur les thèmes de l'environnement urbain et du développement local d'autre part.
Enfin, le Bureau du dialogue national inclusif informe l'ensemble des participants au dialogue que la journée du mercredi 10 avril 2024, marquant la célébration de la fin du Ramadan, est déclarée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Par conséquent, les travaux sont suspendus pour cette journée et devront reprendre jeudi 11 avril 2024 à 8h30. Je vous remercie. L'entame des travaux de ce dialogue national inclusif à Libreville au Gabon rend les observateurs et les membres du panel optimistes et unanimes par cet objectif qui porte pour le Gabon l'espoir du renouveau. Nous allons encore parler du Gabon. Le président de la transition gabonaise, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a inauguré l'école de Prytanée militaire de Lalala. Teddy Ossé depuis Libreville, Raoul Sankoué et Eric Bikek. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, procède à l'inauguration de l'école Prytanée militaire de Lalala en présence du chef du gouvernement, M. Raymond Donsima. À l'entame de la cérémonie, près de 19 personnalités militaires et civiles ont reçu des distinctions honorifiques. Le personnel militaire du Prytanée militaire de Lalala ont été décorés des médailles d'honneur de génie militaire, tandis que les personnalités civiles ont quant à eux reçu des médailles allant du grade d'officier, de chevalier et de commandeur de l'ordre de l'éducation nationale. Cette œuvre architecturale qui a été mise en œuvre par les plus hautes autorités de la République témoigne des efforts déployés par l'État du Gabon pour l'éducation des jeunes Gabonais. Les populations du 5e arrondissement, par ma voix, vous souhaitent la plus cordiale des bienvenues chez vous. Et nous vous disons à Bora, à Kewa, Liboti, à Kiba, Levelewe, pour cette mémorable réalisation. Étant donné que le gouvernement de transition accorde une grande importance à l'éducation de qualité, le ministre de l'Éducation nationale a évoqué les diverses décisions prises par le président de la transition, le président de la République du Gabon, son Excellence, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ont eu un impact significatif sur diverses couches sociales. Un fort sentiment de fierté lorsqu'en tant que Gabonaise, je prends part à l'inauguration de ce beau temple du savoir, gracieusement offert à notre système éducatif, alors même que le douloureux souvenir de la destruction du centre préscolaire municipal de Lalala en décembre 2020 est encore présent dans notre mémoire collective. L'école du Prytanée militaire de Lalala est située dans le 5e arrondissement de Libreville. L'infrastructure moderne, répondant aux normes de l'UNESCO, est bâtie sur une superficie de 5200 mètres carrés pour une capacité d'accueil de 500 élèves au total et comprend une salle multimédia, une bibliothèque, une cantine, une infirmerie, un bâtiment administratif et 22 salles de classe subdivisées en préscolaire, primaire et secondaire. L'admission à cet établissement sera conditionnée par un concours dans les mêmes conditions de transparence de celui du Prytanée militaire de Libreville, intégrant les parents, les enseignants, les élèves et le personnel qualifié du Prytanée militaire. Le chef de l'État a effectué une visite guidée des locaux grâce à la volonté des plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la transition. Cette nouvelle école vient contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage et de combler le déficit en structure scolaire. La prestation des élèves du Prytanée militaire de Lalala a été l'un des moments forts de cette inauguration sous le regard admiratif du président de la transition, président de la République du Gabon, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Allons-y faire un tour en Turquie, ce pays présidé par son Excellence Erdogan, et ce pays qui a accueilli une forte délégation ivoirienne, avec à sa tête le président d'une noble institution ivoirienne, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo, qui avait à ses côtés le maire de la commune du Plateau, la commune administrative du Plateau, je dirais même la commune qui abrite la présidence de la République de Côte d'Ivoire, M. Jacques
Kewo, et en compagnie aussi de la députée de la commune de Koumassi, une des communes très populaires en Côte d'Ivoire, l'honorable Adjaratou Traoré, ainsi que M. Mabri Touakeuse, une délégation forte ivoirienne et de nombreuses autres personnalités qui formaient cette délégation ivoirienne du côté de la Turquie. Reportage Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Le 25 avril 2024, l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a eu un entretien avec le président de la Grande Assemblée nationale turque avant de visiter le mausolée d'Atatürk. Le premier président et fondateur de la Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, est inhumé dans ce mausolée qui s'étend sur une superficie de 720 000 mètres carrés, dont la hauteur est de 62 mètres. Ce mausolée est situé à Ankara, la capitale turque. Il est un lieu touristique et symbolique pour le peuple turc. En visite de travail en Turquie, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, s'est rendu au mausolée d'Atatürk où il s'est incliné et a déposé une gerbe de fleurs. Nous nous sommes d'abord inclinés, la délégation et moi. Ensuite, nous avons visité son musée qui est l'expression de l'homme, qui nous a permis de connaître l'homme, de voir que c'était un homme de grande personnalité, qui avait une ambition forte pour son pays. Et nous ne sommes pas surpris aujourd'hui de voir que le président Erdogan est le prolongement donc, du président Atatürk dans sa vision. Nous repartirons d'ici avec le sentiment que les grands hommes ne meurent pas, un peu comme Houphouët-Boigny l'a été pour nous en Côte d'Ivoire. Le président Adama Bictogo a utilisé la diplomatie parlementaire lors de sa première journée de visite officielle d'amitié et de travail en Turquie pour renforcer les relations économiques, commerciales et culturelles entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Il a notamment eu des entretiens avec le ministre de Commerce turc, M. Omer Bolat, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Un modèle de développement réussi et harmonieux. Un héritage de modernité et de démocratie incarné par Atatürk, leader visionnaire et père fondateur de la République turque, a écrit l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, dans le livre d'or du mausolée. Le Congo Brazzaville, présidé par son Excellence Denis Sassou Nguesso. Au Congo-Brazzaville, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience le 3 juin 2024 le ministre russe des Affaires étrangères qui est en tournée africaine et en visite de travail au Congo. Reportage Gérard-Richard Gozo, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Arrivé le 3 juin 2024 au Congo-Brazzaville, dans le cadre d'une visite officielle de 2 jours, le ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov, a été reçu en audience par le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, le mardi 4 juin 2024 à Oyo. Par la voix de son ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov, la Russie a manifesté son soutien au président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui joue un rôle crucial dans la résolution de la crise libyenne depuis plus de 10 ans. Lors de cet entretien, ils ont mentionné l'arrivée des instructeurs militaires français en Ukraine, ce qui représente une cible légitime pour le Kremlin. Selon le ministre congolais des Affaires étrangères, M. Jean-Claude Gakoso, ça suscite des préoccupations quant à une augmentation de la violence. À nos yeux, ceux qui s'excitent à envoyer des troupes sur le terrain n'aident pas la cause de la paix. Au contraire, ils exposent toute l'humanité au risque d'une conflagration terminale, définitive. Et ce n'est pas une position très responsable. Par ailleurs, le ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov, a critiqué la Suisse qu'il juge hostile et Kiev qui s'active veut organiser une conférence sur la paix en Ukraine, une conférence à laquelle la Russie n'a pas été invitée. La conférence en Suisse, bien sûr, nous l'avons dit plus d'une fois, le seul but recherché qu'il puisse y avoir, c'est d'essayer de conserver ce bloc anti-russe qui est en train de se dégrader. Après le Congo, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est rendu au Burkina Faso et finira cette tournée africaine au Tchad. Nous faisons un petit saut en Afrique centrale, l'un des plus petits pays d'Afrique centrale, très riche de par ses capacités, ses ressources
et très riche aussi de par l'exemple démocratique donné à la planète avec l'arrivée du président de transition Brice Clotaire Oligui Nguema. Le Gabon est un pays aujourd'hui qui sert un tout petit peu d'exemple dans la maîtrise et dans la tenue du gouvernement, qui a un souci permanent, à savoir l'apport du bonheur au peuple gabonais. Le président de la transition, chef de l'État du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé une réunion sur la vie chère au Gabon. Oui, le président accorde une importance particulière à ce que pensent les Gabonais, au bonheur qu'il doit leur offrir, quelles que soient les voies et les moyens, et toujours dans le respect de sa croyance chrétienne. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le président de la transition, chef de l'État du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé une réunion de travail centrée sur la lutte contre la vie chère le lundi 11 mars 2024. En présence des hautes figures politiques du pays, dont le vice-président de la République et le Premier ministre, le gouvernement a présenté ses conclusions après un mois de débats intenses sur la révision des prix et des taxes. Cette réunion intervient alors que la hausse incessante des prix devient un problème majeur pour de nombreuses familles, menaçant sérieusement leur stabilité financière. Dans un effort concerté pour soulager le fardeau financier des ménages, le ministre de l'économie et des participations, M. Maïs Mouissi, a annoncé une série de mesures visant à stabiliser les prix des biens et services essentiels. Ça fait également plusieurs semaines que le président a instruit le gouvernement et m'a personnellement instruit d'engager une réflexion en vue de réduire un certain nombre de prix. Nous avons choisi de travailler avec méthode, dans le silence, en négociant pied à pied avec les opérateurs économiques en vue de parvenir à la réduction d'un certain nombre de prix de produits alimentaires, de matériaux de construction et en lien avec le transport sur une série ciblée d'articles. Nous sommes donc venus présenter au président les résultats de ces réflexions, les arrêtés qui ont été pris à la suite de ces travaux. Le principe étant de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs, tout en se focalisant sur les facteurs qui participent à la flambée des prix, à trouver des mesures palliatives à ce fléau qui est considéré comme une récession économique. La vie chère dans notre pays a beaucoup de facteurs. Nous avons une économie extravertie qui importe une grande partie de ce que nous consommons sur le plan alimentaire. Ce qui fait que lorsque des producteurs étrangers augmentent les prix à l'étranger, nous avons une répercussion ici. Nous essayons de contrôler les prix par la fiscalité, mais lorsque les hausses à l'extérieur de notre pays sont beaucoup plus élevées, nous avons quelquefois des difficultés à les contenir. Donc là, nous avons accepté de faire en sorte que l'État perde 6 milliards de collecte de recettes. Ces 6 milliards, nous allons les injecter de façon à réduire à due proportion les dépenses de consommation des ménages via les baisses de prix que nous avons obtenues dans la négociation avec les opérateurs économiques. Pour soulager le fardeau financier des ménages au Gabon, une baisse considérable des produits de première nécessité sera observée dans les prochains jours. La baisse des prix va être effective à partir de lundi prochain. Nous allons laisser une semaine de grâce aux opérateurs pour se tenir informés de nouveaux prix. Nous allons mettre en place des brigades mobiles qui vont faire de la sensibilisation cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, nous allons adopter la coercition. En outre, 9 mesures concrètes ont été établies pour réduire le coût de la vie, touchant divers secteurs économiques allant de l'alimentation à la construction, en passant par des services publics essentiels, notamment le transport, l'eau et le courant. À la suite de cette réunion, le président de la transition, chef de l'État du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a exprimé son soutien total aux mesures proposées, soulignant l'importance cruciale de soulager la pression financière sur les ménages. Le gouvernement s'engage également à communiquer efficacement sur ces nouvelles dispositions, assurant ainsi une transition en douceur vers les nouveaux tarifs pour le bénéfice de toute la population. Nous allons parler des forces armées, de la formation avec toute cette école, l'ENSOA, en Côte d'Ivoire, qui forme des étudiants, qui forment des éléments des forces armées. Vous verrez comment est-ce qu'ils se forment et ensuite on vous proposera aussi leur sortie. On verra la dureté dans la formation et l'heure de gloire devant toutes les familles, devant tous les uns et les autres, de voir un peu le parcours de ces sous-officiers. L'École nationale des sous-officiers d'active en République de Côte d'Ivoire, on sigle ENSOA, l'une des meilleures écoles africaines, a préparé la 33e promotion des élèves sous-officiers. Vous verrez comment cette préparation s'est passée
Ensuite, nous vous proposerons la cérémonie solennelle de baptême et des remises d'insignes de grade de sous-officiers à la promotion sergent-chef Kwasi Ouattara Youssouf de cette école, l'ENSOA en sigle. Et cette cérémonie a été présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. Reportage Ousmane Koulibaly, Lévite Elie Vonan, Marcel Bassolé et Charlotte Abdoulaye. En Côte d'Ivoire, l'École nationale des sous-officiers d'active, également connue sous le nom d'ENSOA, est considérée comme l'un des centres de savoir et de la discipline militaire. En plus de l'enseignement initial, cette institution favorise l'amélioration des sous-officiers et militaires de rang. L'École nationale de sous-officiers d'active forme les sous-officiers et militaires à des tâches spécifiques ainsi qu'à des responsabilités accrues. Dès 6 h du matin, les apprenants se rendent aux activités sportives. Ils commencent par un parcours du combattant qui illustre les obstacles rencontrés sur le terrain des opérations, puis se rendent dans les salles de cours. À l'ENSOA, les apprenants conditionnés réussissent sans difficulté à surmonter les obstacles, le dépassement de soi et de mise. Les exigences physiques élevées mettent le corps à l'épreuve. Leur formation se regroupe en 3 grandes phases. Il y a la formation commune de base lorsqu'ils arrivent. Par la suite, ils arrivent à l'étape de la formation du certificat d'âme numéro 1 et ils achèvent leur formation avec le certificat d'âme numéro 2 qui les amène à être des futurs chefs de groupe lorsqu'ils seront dans leurs unités d'affectation. Certaines séances d'entraînement nécessitent des muscles, d'autres nécessitent une concentration, comme ici dans le simulateur d'instruction technique du tir aux armes légères, une salle moderne avec des fusils et des armes lourdes. Dans les salles de cours de l'École nationale des sous-officiers d'active, on trouve des outils informatiques et des enseignements dynamiques qui répondent à toutes les attentes. Chaque année, plusieurs élèves sous-officiers ivoiriens et des pays frères sont formés à l'ENSOA dans le Cameroun, le Gabon, la République démocratique du Congo, la Guinée, le Togo et le Sénégal, pour ne mentionner que cela. Mon intégration ici à l'ENSOA a été parfaite grâce aux liens de fraternité qui lient nos deux nations. Le récit une formation de qualité. La même formation que les hommes font, c'est cette même formation aussi que les femmes font. L'ENSOA est dirigée depuis mars 2023 par le colonel Roué Blépou Hilaire qui souhaite faire de ce centre de formation une référence en Afrique. Je m'inscris dans celle du chef d'état-major. Je retiens 2 axes majeurs dans ce qu'il nous a demandé. Le retour aux fondamentaux pour rendre aux militaires leur fierté. C'est dans ces perspectives-là que nous nous inscrivons. Après 18 mois de formation, 178 élèves sous-officiers, dont 28 femmes, sont promus sergents et compétents pour diriger les troupes. Les préparatifs de la sortie de la 33e promotion des élèves sous-officiers vont bon train. Les élèves sous-officiers de la 33e promotion sont rentrés ici à 180 et vont sortir à 178. Le vendredi 3 mai prochain, ils vont arborer leur grade de sergent. Donc pour les parents, je vous ai dit que ce sera une belle fête. Je les attends ici pour communier avec nous. L'ENSOA a pour devise d'instruire pour ne pas subir. La 33e promotion des élèves sous-officiers sera présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara. Ils sont au total 178 sous-officiers issus de la 33e promotion de l'École nationale de sous-officiers d'actifs de Bouaké, ENSOA. Cette promotion compte 9 nationalités, dont 170 Ivoiriens, qui reçoivent leur galon de sergent après une formation de 18 mois. En quittant ces murs, je vous exhorte à toujours vous rappeler des fondamentaux prônés par notre chef et qui vous ont été inculqués. Le respect et l'observation des lois, le sens des responsabilités, le souci du détail qui vous distinguera de la multitude, en un mot, le professionnalisme. La 33e promotion de l'École nationale de sous-officiers d'active, dont la promotion est baptisée promotion sergent-chef Kwasi Ouattara Youssouf de l'ENSOA, qui est décédé en mission commandée, avec pour parrain le capitaine à la retraite Roger Kofi de la première promotion de l'ENSOA. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a souhaité plein succès aux nouveaux sous-officiers, tout en les exhortant à travailler encore plus chaque jour pour préserver l'intégrité du territoire national et relever les défis sécuritaires. Vous avez terminé votre formation dans de bonnes conditions et vous êtes aptes à servir sous le drapeau de vos pays respectifs. En prêtant serment, vous vous engagez à servir nos armées avec honneur et fidélité. Vous entamez une carrière professionnelle prometteuse
au service de la paix et de la sécurité de nos populations. Les valeurs qui vous ont été transmises durant votre formation doivent demeurer les vôtres dans toutes vos actions et missions. Les élus et cadres de Bouaké, avec à leur tête les ministres Amadou Koné et Jacques Assaoré Konon, sous le regard bien avisé du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. La cérémonie s'est terminée par le défilé de sortie de l'Ensoi, où la joie et le bonheur des familles des nouveaux militaires étaient au rendez-vous. L'Algérie, ce pays d'Afrique du Nord, présidé par son Excellence, M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef de l'État d'Algérie. Peut-on dire que les Africains tissent leur toile tout doucement? Eh oui, l'Afrique réaffirme sa position à Alger, la capitale algérienne, pour un siège au Conseil de sécurité. Reportage Gozo Richard, Séverin Tchatchoua, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Reconnaître et réparer l'injustice historique subie par l'Afrique depuis la création du Conseil de sécurité des Nations Unies en janvier 1946 consiste à permettre la présence permanente des États africains dans cette instance de décision garante de la paix et de la sécurité internationale. Cette position a été soutenue par les dirigeants africains et réaffirmée à Alger le 10 juin 2024 lors de la 11e réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une place au Conseil de sécurité. Nous sommes tous conscients que l'Afrique est aujourd'hui touchée par de nombreux conflits. Or, au sein de la première institution mondiale pour la paix et la sécurité, notre voix est très silencieuse. Nous demandons aujourd'hui que cette injustice historique soit corrigée et que l'Afrique soit représentée au sein du Conseil. Le Conseil de sécurité doit refléter les réalités géopolitiques actuelles. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est l'un des principaux organes des Nations Unies, dont les objectifs incluent le maintien de la paix, l'équité internationale, le règlement des conflits internationaux entre les États et l'encouragement des droits de l'homme. Tous les États sont tenus de se conformer aux décisions du Conseil de sécurité. L'instance, créée en janvier 1946, est composée de 5 membres permanents et de 10 États non permanents réélus tous les 2 ans. Toutefois, seuls les membres permanents, la Chine, les États-Unis, la Russie, la France et le Royaume-Uni ont le droit de veto qui permet de bloquer une résolution de l'ONU. L'Afrique est confrontée à de multiples conflits, désire être présente dans l'instance afin de mieux exprimer ses points de vue. Les discussions sur l'élargissement et la démocratisation du Conseil de sécurité pour qu'il soit juste et efficace rencontrent des résistances. Il est temps que les membres du Conseil envisagent cette réforme, car l'Afrique est là. C'est le siècle de l'Afrique et les voix africaines doivent être entendues au sein du Conseil de sécurité. L'Afrique, à travers le C10, créé en 2005, demande d'avoir au Conseil de sécurité des Nations Unies 2 sièges permanents avec droit de veto et 2 sièges non permanents supplémentaires. La Somalie a été nommée membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une durée de 2 ans à partir du 1er janvier 2025 en remplacement du Mozambique dans la représentation africaine. La République démocratique du Congo, présidée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République démocratique du Congo a reçu des ambassadeurs de l'Union européenne. Une rencontre planifiée depuis de longue date a été effective le vendredi 24 mai 2024. Reportage Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Ce vendredi 24 mai 2024, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une dizaine d'ambassadeurs de l'Union européenne accrédités en République démocratique du Congo à la cité de l'Union africaine. Monsieur Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, conduit une délégation de diplomates venus rencontrer pour la première fois le chef de l'État congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis sa réélection en décembre 2023. Grâce à cette rencontre planifiée depuis longue date, le partenariat stratégique entre l'Union européenne et la RDC a été revisé. Cette rencontre avait été déjà planifiée un peu en avant. C'est une rencontre avec l'ensemble des ambassadeurs européens. Et de notre côté, justement, on a voulu réitérer
l'importance que la RDC pour l'Union européenne dans son ensemble a en tant que partenaire stratégique. Et notre envie de renouveler ces partenariats entre égaux, pour favoriser, pour faciliter, pour encourager un dialogue franc et ouvert, justement dans l'essence des priorités que les ambitions du président pour son deuxième mandat. En ce qui concerne la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le chef de la délégation des ambassadeurs européens a fait part de la solidarité avec le peuple congolais de l'Union européenne. Au sujet des événements du dimanche de Pentecôte, l'ambassadeur Berlanga Martinez n'a pas fait trop de commentaires mais a condamné ces événements malheureux. Ce qu'il faut retenir tout d'abord, c'est notre solidarité avec ce qui se passe à l'est du pays, notre souhait de pouvoir rencontrer dès que possible une paix durable et aussi notre soutien pour les développements et, comme j'ai dit avant, pour toutes ces priorités du deuxième mandat du chef de l'État. Et nous tous, nous sommes d'accord à travailler avec les autorités pour renforcer les institutions de l'État et pour éviter toute tentative de déstabilisation de la vie normale, de la vie politique, de la vie sociale à l'RDC. Outre M. Nicolas Berlanga, cette délégation des diplomates était constituée de Henrik Rasbrand, ambassadeur de Suède, Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie, Roxane de Bilderling, ambassadeur de Belgique, Angèle Samoura, ambassadeur des Pays-Bas, Carmen Diaz Orejas, ambassadeur d'Espagne, Francisco Meireles, chargé d'affaires en pied du Portugal, Didier Larocque, chargé d'affaires à l'ambassade de France, Didier David Marinis, chargé d'affaires à l'ambassade de Grèce, Levent Zabo, chargé d'affaires à l'ambassade d'Hongrie, Julie Makosova, chef de mission adjointe de la République tchèque, et Madame Mathilde Sedwin, chef de délégation adjointe de l'Union européenne. C'est terminé pour cette émission Constier Kaol Week News, tout en vous rappelant de continuer à regarder votre télévision, celle sur laquelle vous êtes, et aussi sur les www.cinentv.ci et en replay sur www.ciwebinfo.net, dont l'information en continu 24 heures sur 24. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Je suis Constier K, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.